Cette vidéo vous est présentée par Univers Ludo. Rendons les jeux accessibles à tous. Vous pouvez visiter leur boutique au www.universludo.ca. Salut les gamers! C'est le retour des ions ludiques! Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu qui s'appelle Fog of Love, qui nous vient du Danemark. C'est un jeu du concepteur Jacob Jaskov, qui se joue à deux, évidemment. C'est d'une durée environ 1 heure à 2 heures. C'est un jeu qu'on a eu l'opportunité d'essayer avant sa sortie à Gen Con. C'est d'ailleurs même le jeu qui nous a donné l'inspiration pour ce segment de la chaîne du Professeur Board Game. Ouais, c'est vraiment le concept qui nous a marqué au début. C'est un jeu qui s'apparente à une comédie romantique sous forme de board game, qui a beaucoup d'éléments de jeu de rôle aussi. Dans le fond, on est invité à créer un personnage, à essayer de communiquer des informations à notre partenaire par rapport à la personnalité qu'on a créée. Il faut vraiment aller chercher des points par rapport à ça. La communication se fait seulement par le jeu de rôle. Donc c'est vraiment une super bonne introduction là-dessus. C'est aussi un jeu qui est super beau. Donc, on va vous l'expliquer. Alors donc, comment se joue Fog of Love? Alors comme Marie disait, c'est une comédie romantique. Alors comme dans toute bonne comédie romantique, il faut accomplir son destin. Le destin qui est représenté dans le jeu par des cartes de destinée. Sur celle-ci, déjà on va savoir c'est quoi notre objectif et si on reste dans la relation ou pas. Pour savoir si on reste dans la relation ou si on accomplit son objectif, il va y avoir des variables qui vont s'influencer durant le jeu. Par exemple, la satisfaction qu'a notre personnage dans la relation, si on est heureux. Et il va y avoir donc aussi des points de personnalité qui vont définir qui on est, quel personnage, quel style de personnage qu'on est. Une autre source aussi d'utilité au jeu pour les points de personnalité sont les qualités de notre personnage. Au début du jeu, on reçoit des qualités et chacune d'elles a un objectif de points de personnalité à obtenir durant la partie. Si on l'accomplit, notre personnage va être plus heureux dans la relation et donc plus satisfait, ce qui va pouvoir nous aider à réaliser notre destin. Certaines des qualités que vous allez avoir donc vont avoir un objectif individuel. Comme par exemple, si votre personnage est jaloux, vous devez avoir 3 points de plus dans la zone supérieure de sensibilité. D'autres qualités que votre personnage va avoir, par contre, vont avoir des objectifs communs. Et donc, par exemple, si on est quelqu'un d'innocent, dans le sens positif du terme, il faut que ensemble, on ait 5 points dans la section supérieure de la sincérité. Donc ça, c'est des objectifs qu'on va avoir aussi durant la partie. Alors, pour en revenir aux cartes de destin. Au début de la partie, chaque joueur va avoir dans sa main une série de cartes de destinée. Et au cours de la partie, on va vous demander à certains moments d'en discarter, d'en reprendre. Et donc, il va y avoir un jeu qui va se faire avec ça, ultimement pour qu'à la fin de la partie, il ne reste à chaque joueur que 2 cartes de destin. Au cours du jeu, on ne peut pas se parler de nos cartes de destinée. Et ultimement, une grande partie du jeu, vu qu'en commençant la partie, on a les mêmes destinées de disponibles, on a la même main de destinée chacun de notre côté, une bonne partie du jeu, c'est d'essayer de deviner quelle destinée son partenaire a choisi. Dans un espoir d'avoir une destinée qui est soit complémentaire, ou même encore plus idéalement, la même destinée, ce qui fait en sorte qu'on a fait la même chose, fait que c'est encore plus facile de réussir le jeu à ce moment-là. C'est vraiment là que le jeu de rôle est important, en fait. On peut glisser certains indices par rapport à la destinée qu'on a choisie dans le jeu du personnage qu'on a choisi. Là. Dans le fond, si on donne des indices qui pourraient peut-être indiquer quel genre de destinée notre personnage voudrait avoir. Aussi, la grande partie des objectifs des cartes de destinée sont reliés à la satisfaction. Puis comme on vous a mentionné, les qualités qu'on a lorsqu'on les accomplit avec nos points de personnalité, ça nous donne la satisfaction à la fin de la partie. Donc souvent, ça peut être par exemple, il faut que ma satisfaction soit à 5 points de sa satisfaction. Ou il y en a un autre, ça peut être, moi, il faut que j'ai 10 points de satisfaction plus qu'elle dans la relation. Ça va de cette manière-là. Et comme on a déjà mentionné, la satisfaction, les satisfactions et les points de personnalité, ça se joue en jouant des scènes.
Mais avant de jouer une scène, par exemple, c'est important de déterminer la création de son personnage. Cette étape-là se fait en 3 phases. Dans le fond, il y a 3 types de cartes qui sont à choisir. La première, c'est les qualités et les défauts. Ça, dans le fond, on distribue 5 cartes à chaque joueur qui va ensuite en choisir 3. Donc ça peut être plein de choses. Par exemple, ça peut être cynique, ça peut être macho, patient, gêné. Des caractéristiques comme ça. Puis comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, ben, sur ces cartes-là, on a des objectifs. L'élément important, c'est que nos qualités restent cachées. L'autre joueur ne sait pas quelles sont nos qualités. Et donc, il ne sait pas quel est notre objectif. C'est l'élément, comme disait Marie, de jeu de rôle. Où ce que, ben moi, si je suis quelqu'un de patient, ben je vais essayer de jouer quelqu'un de patient. Et pour qu'elle puisse avoir une idée, deviner un peu ce que ouais, en ce moment, il y a telle personnalité. Fait que, je pense que ça va l'aider si j'y offre telle scène pour qu'il gagne tel point de personnalité. Ensuite, ce qu'il faut choisir, c'est la profession de son personnage. En anglais, c'est occupation. Dans le fond, on distribue 3 cartes à chaque joueur et on en choisit une seule. Ça peut être des emplois qui sont super différents. Ça peut être programmeur, architecte. Il y a même criminel dans le lot. Puis lorsqu'on choisit notre occupation, ben ça va nous donner des points de personnalité pour un peu commencer à placer son personnage dans le jeu. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est les caractéristiques physiques. Ce qui est vraiment intéressant dans cette étape-là, c'est que c'est l'autre joueur qui va choisir nos caractéristiques physiques. Dans un choix, dans le fond, on reçoit aussi 5 cartes et il faut en choisir 3. Ça peut être, par exemple, grand, tatoué, avec les cheveux longs. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le concept que, comme dans une comédie romantique, c'est l'autre qui choisit ce qui a attiré son œil. Et la manière que ça se donne, c'est que je regarde 3 sur les 5, mais chacun son tour, on s'en donne une. Donc, si moi je sais que par exemple, elle était une organisatrice de mariage, ben là, moi je peux donner première caractéristique, c'est une droguée, une stoner, elle fume du pot. Puis là, je fais what? Tu fumes du pot? Fait que ça devient super intéressant de créer ce personnage-là, donc de donner un défi à l'autre joueur aussi, d'essayer d'intégrer certaines caractéristiques qui vont pas nécessairement avec ce qui a été décidé avant. Donc ça peut être très comique. Et ça, comme les occupations, ça aussi, ça donne des points de personnalité déjà au départ qui complètent justement le style de notre personnage. Alors maintenant qu'on a notre personnage, et que le plateau de jeu est mis en place, anatomie d'une scène, comment est-ce que se joue un tour de jeu? Alors c'est pas très compliqué. Première chose, c'est qu'il faut choisir une histoire. Cette histoire-là, une histoire de toi, ça se joue en 3 ou 4 chapitres. Tout d'abord, on prend la carte de synopsis qui va nous donner des règles spécifiques à cette histoire-là. Donc des cartes à ajouter, à enlever, des règles supplémentaires, ainsi que la composition de notre main de départ, de notre main de scène de départ. Une fois qu'on a donc lu le synopsis aux 2 joueurs, que tout le monde est au courant un peu quel genre d'histoire ça va être, on le met en emplacement sur le board à cet effet-là. Et on commence par lire la carte du chapitre 1. C'est donc une mise en scène générale qui va nous dire où notre histoire d'amour commence. Ça implique toujours un certain élément de jeu de rôle, comme le disait Marie, donc de mise en situation, d'inventivité. Et c'est une première scène à jouer, donc c'est habituellement un choix à faire pour les 2 joueurs. On joue le chapitre 1, la mise en situation, ça a un effet sur le jeu, et ensuite, on peut commencer à jouer à tour de rôle. Donc à tour de rôle, les joueurs vont chacun jouer une scène. Le nombre de scènes qui peut être joué dans un chapitre va être déterminé par le chapitre en question. Dans le bas de la carte, c'est inscrit le nombre de scènes qui vont être jouées par les joueurs. Une fois qu'on a joué la scène, on repige une carte de scène pour remonter notre main de scène à 5 cartes. On a toujours 5 scènes dans notre main. Le chapitre va vous indiquer aussi dans quelle pile vous pouvez piger, vous devez piger la scène. Il y a 3 catégories de scènes. Les scènes, je vais dire en anglais, le sweet, donc sympathique, douce, heureuse, joyeuse, qui sont souvent plus utilisées en début de relation. Les cartes sérieuses, donc ça plus utilisé en mi-game, dans les chapitres 2 et 3, pour justement, donc, les choses deviennent sérieuses, puis des sujets plus compliqués, comme ouvrir un compte de banque conjoint. Des choses qui font vraiment avancer la relation assez rapidement. Et finalement, il y a la 3e catégorie de scènes qui sont les cartes de drame, qui sont plus utilisées dans le chapitre 3 et 4, et là qui amènent des événements plus catharsiques, qui justement amènent la relation à un autre niveau, qui nous amène à approcher notre destin. Ça peut être comme une chicane stupide ou quelque chose du genre.
Avant qu'on explique les règles en détail, j'aimerais juste mentionner que dans le jeu Fog of Love, il y a un mode tutoriel qui est super complet. C'est comme ça qu'on a fait notre première partie d'ailleurs. Là, on a vraiment suivi à la lettre le mode tutoriel. Ça nous a permis d'apprendre le jeu. Puis en même temps, c'est pas juste lire les règles, c'est vraiment ça implique les joueurs. On joue une vraie partie qui est simplement guidée. Donc, ça nous dit quoi piger, à quel moment, aussi un peu c'est quoi les effets de ce qu'on pige. Donc, ça nous permet d'apprendre le jeu assez facilement. Ouais, c'est vraiment une bonne manière. Ouais, c'est hautement recommandé. Même, ils vous recommandent dans les livrets de règles de même pas lire les livrets de règles. Ils disent, allez faire la partie tutoriel, puis ensuite, après ça, revenez lire les règles si vous voulez vous. Ça fait un bout que vous n'avez pas joué pour vous le rafraîchir. Si il reste des questions après, si on veut, dans le fond, aller approfondir quelques règles dans le jeu. Ouais, c'était vraiment le fun de notre première partie avec le mode tutoriel. Donc, de retour à l'anatomie d'une scène. Donc, quand on va jouer une scène, tout d'abord, avant que je vous explique le fonctionnement, peut-être ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Ça, c'est des petites restrictions qui font en sorte que, vu que c'est un jeu coop, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas nécessairement une trop grande collaboration qui fait qu'il n'y aura aucun plaisir au jeu. On ne peut pas révéler les scènes que l'on possède dans sa main, à moins que le jeu nous mentionne de le faire. On ne peut pas révéler les destinées qui nous restent dans notre main, ça c'est un peu évident, puis c'est fondamentalement le but du jeu. On ne peut pas révéler nos traits, nos qualités qui sont cachés. Et on ne peut pas non plus mentionner quels sont les buts de nos traits. Encore une fois, c'est tout à fait évident. Il y a un type de carte qui s'appelle les secrets. Je ne t'entends pas là-dessus, mais ça c'est évident qu'est-ce qu'on ne peut pas en parler à l'autre. Les secrets. Et ça c'est le plus important, lorsqu'on va jouer une scène, il y a un choix à faire, on ne peut pas discuter, on peut pas dire c'est quoi selon nous le meilleur choix. Il faut essayer de faire passer cette information-là par notre personnalité, puis donc indirectement le faire comprendre à notre joueur. Sinon, ça serait bien trop facile de compter des points, là, puis je pense que le but du jeu serait un petit peu perdu. Et donc, c'est un peu donc, ce côté jeu de rôle-là qui rentre en place. Par contre, comme je disais, on peut parler de notre relation amoureuse dans les termes généraux. Aussi qu'on aimerait que la relation s'en aille, qu'est-ce qu'on trouve intéressant dans cette situation-là. Donc, comme je disais, faire passer indirectement l'information. On peut dire si on est heureux ou malheureux des choix passés. Donc, une fois que le choix est fait, une fois que les conséquences sont appliquées, on peut dire, hey, ça là, moi dans notre relation, ça m'a vraiment pas plu. Fait que la personne sait, ok, si je mets tel impact sur sa personnalité, il est pas content. Fait que ça peut permettre de corriger, adapter son jeu. Et bien évidemment, c'est fortement recommandé d'avoir un certain roleplay pour ajouter en plus à la saveur. Donc, spécifiquement une scène. Lorsque c'est à notre tour, on va prendre une carte scène de notre main, on la sélectionne, on lit entièrement le texte qu'il y a dessus. Donc les deux joueurs ont accès à l'entièreté de l'information sur la carte. Donc rien qui empêcherait qu'on passe la carte à l'autre joueur une fois qu'on l'a sélectionné pour que ceci puisse lire la carte. Il n'y a pas d'information cachée dessus. Ensuite, un ou les joueurs vont devoir prendre une décision. C'est le cœur du jeu. C'est qu'on lit une scène, on a une petite mise en situation spontanée, et il y a un choix à faire, et avec des conséquences qui y sont associées. Puis comme je vous disais, on sait les conséquences avant de faire son choix. Donc soit l'autre joueur fait un choix, puis une fois qu'il a fait son choix, ben, conséquences, ou plus souvent qu'autrement, c'est souvent les deux joueurs doivent choisir. Et là vient le concept un peu, justement, qui va s'arrimer avec ça, de conséquences additionnelles. Ben, si on a fait le même choix, ça veut dire que ce qu'elle a choisi qui arrive, ce que je voulais qui arrive, c'est la même chose. On est plus heureux, c'est plus le fun. Ou, ben moi, je voulais manger des bines pour déjeuner, puis elle a voulu manger des croissants. Ben, notre personnalité s'adapte, on est heureux pareil, mais moi, je suis un petit peu moins heureux. T'sais. Il y a un quelqu'un qui est heureuse, puis pas moi. Dans le fond, notre bonus est moins grand ou plus grand selon la situation. Quelques définitions avant qu'on poursuive. Il y a certains termes qui sont donc très situationnels, c'est important de bien se les rappeler. Dans les cartes, lorsqu'on va référer à joueur, player, c'est celui qui lit la carte. Lorsqu'on va mentionner partner, le partenaire, c'est celui qui se fait lire la carte. Indépendamment de ça, comme on dit, il y a des choix à faire. Et donc sur la carte, on va faire référence à décideur et autre. Ben, le décideur, c'est celui qui fait la décision, et autre, c'est sur l'autre joueur. L'élément peut-être qui est un peu plus spécifique, ben, c'est que des fois dans les cartes, on choisit tous les deux. Donc à la fois, on va tous les deux être décideurs et on va tous les deux être autres. Par exemple, si y a une carte qui dit que je l'amène déjeuner au restaurant, le décideur, s'il prend telle option, il a plus 2 de bonheur, l'autre a moins 1, mais qu'elle en prenant une autre option, plus 1 de bonheur, plus 1 de bonheur, ben, on cumule tous ces effets-là en même temps sur la même carte. C'est sûr que
sur la carte, c'est vraiment évident aussi dans quelle situation quelle personne est, mais il faut vraiment bien lire la carte là, pour pas se mélanger puis bien compter les points. Élément intéressant, ces mots-là, ils les ont mis en capital. Donc, ils ressortent du texte. Fait que ça t'aide à faire « Oh, ok, ce mot-là, il y a une certaine importance. » Donc, comme on mentionnait, donc, quand on joue une scène, ça a un effet sur les variables du jeu qu'on vous a expliqué. Ça change votre satisfaction, ça change vos traits de personnalité, majoritairement. Par contre, les scènes peuvent avoir aussi d'autres effets, de manière un peu plus rare. Ça peut arriver, par exemple, que on perd notre job. Donc, s'il y a une carte, une scène qui a pour effet de changer une des caractéristiques de notre personnage qu'on a créé au départ, on discarte la carte, on en pige 3 du paquet en question, puis on en choisit une des 3. C'est un autre exemple de petits éléments qui peuvent changer durant la partie. Sans rentrer dans les détails, mais il y a aussi des scènes qui vont rallonger le chapitre. Il y a des scènes qui sont secrètes. Donc, ça peut y avoir des scènes avec des dynamiques spéciales, souvent qui vont être introduites dans le synopsis au départ. Une autre variable, donc, ce sont les aspects de la personnalité de votre personnage. On a tout d'abord la discipline. Dans l'élément supérieur, donc, si on a plus de points de ce côté-là, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'organisé, diligent, travaillant. Si on a plus de points dans la section du bas, ça veut dire qu'on est quelqu'un de désorganisé, téméraire, un peu paresseux. Notre aspect, la curiosité. Alors, dans le haut, on est quelqu'un de curieux, créatif, non conventionnel. Alors que dans le bas, c'est qu'on est plutôt quelqu'un de fermé d'esprit, prosaïque, conventionnel. Notre aspect, l'extraversion, donc à quel point on est extraverti comme personne. Dans l'aspect supérieur, donc sociable, assertif, créatif, pas créatif, je veux dire extraverti. Dans son aspect, dans le bas du plateau, quelqu'un d'introverti, gêné, réservé. Là, il y a aussi la sensibilité. Alors, dans le haut, on est quelqu'un de sensible, anxieux, sentimental. Alors que dans son aspect en bas, on est quelqu'un d'indifférent, calme et non sentimental. Un autre aspect qui est très fondamental pour qu'une relation réussisse bien, c'est la gentillesse. Alors, dans son aspect supérieur, on est quelqu'un de gentil, coopératif, indulgent. Alors, dans son aspect inférieur, on est quelqu'un de grossier, antagoniste et têtu. On peut voir que dans cette partie-là, les deux joueurs ont des qualités un peu semblables là-dessus. Finalement, la sincérité, l'honnêteté, la modestie, la justesse, être égal, juste, dans son aspect supérieur, et finalement dans son aspect inférieur, quand on est quelqu'un de trompeur, prétentieux et égoïste. Alors on va faire un petit exemple d'une scène de Fog of Love. Première visite au Ikea. Allô Ikea, où est le fun? Comment est-ce que vous approchez cette séance de magasinage? On n'a vraiment pas vraiment pas besoin de toute cette cochonnerie-là. On a tellement d'affaires déjà. Choix B. Oh! Hey! Ramassons ça! Ça! Choix C. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose qui va nous satisfaire tous les deux. Qu'est-ce qui t'intéresse? Choix D. Je m'en sac, là. Honnêtement, pogne juste ce que tu veux. Effet supplémentaire, si on a tous les deux pris le choix C, on s'en sac un peu tous les deux du Ikea, on a plus 3 de satisfaction, chacun. Et si ça ne matche pas, on perd chacun 2 de satisfaction. Moi, je fais ce choix-là. Moi, je fais celui-là. Une fois que les deux, on l'a placé, on révèle. Moi, je m'en sac du Ikea. Donc, vu que je me sac du Ikea, j'ai un -1 d'extraverti et... un dans le bas extraverti et un dans le bas de curiosité. Alors, Marie, elle, vu qu'elle a fait le choix B, elle a un dans le bas de sincérité, parce qu'elle veut tout avoir, et un dans le haut pour extraverti. Et vu que tous les deux, on n'a pas eu on n'a pas matché, on perd 2 de satisfaction. Fait que Marie, elle passe de 21 à 19, donc elle retire un jeton pour son personnage. Vous aurez aussi remarqué que dans les effets additionnels, il y avait la mention de révéler une carte de destinée. C'est un exemple justement des petits effets de plus que je vous disais qui pouvaient survenir lors d'une scène. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cartes de destin qu'il nous reste et l'autre joueur doit en révéler une de manière aléatoire. Ce que ça a de bien, c'est que l'autre joueur maintenant sait l'un des choix que je vais pouvoir faire à la fin de la partie. Et qu'elle va pouvoir adapter le jeu
pour peut-être m'aider à faire ça. Puis moi, sachant qu'elle, elle le sait, ben, ça va m'encourager, moi, à faire ce choix-là. C'est de cette manière-là un peu qu'on réussit à partager l'information au cours du jeu. Maintenant, donc, qu'on sait jouer, Marie, qu'est-ce que tu en as pensé? En tant qu'étudiant positif, mon travail a vraiment pas été difficile cette fois-ci parce que j'ai adoré ce jeu-là. C'est vraiment un jeu qui est magnifique. Le côté esthétique est super mémorable. Les couleurs sont super intéressantes. Les composantes sont d'une qualité exceptionnelle. C'est impressionnant à quel point tout va bien ensemble. C'est aussi un peu... Ben, le design scandinave, le créateur est danois, puis je le voyais, ce côté design scandinave-là. Il y a quelque chose de très épuré, là, qui est très agréable à jouer. C'est un jeu aussi qui est inclusif. Dans le fond, on n'est pas obligé de jouer un couple hétérosexuel. Il y a les choix des deux genres, donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut. C'est un jeu qui est pour tout le monde. Là. Il n'y a vraiment rien de... Très inclusif, c'est gender neutral, c'est vraiment... C'est super intéressant comme concept de jeu. Sinon, c'est un jeu aussi qui est super original, le concept. J'avais jamais entendu parler de quelque chose de ce genre-là. C'est vraiment original, c'est vraiment super bien intégré. Aussi pour initier des non-gamers, c'est vraiment un jeu qui est super là-dessus. Parce que si on imagine mettons, une fille qui aime pas beaucoup les jeux parce qu'il y a de la bataille ou parce que les thèmes sont un petit peu trop fantastiques, un jeu qui est carrément une comédie romantique, c'est quelque chose qui est comme super facile à vendre comme concept là, à quelqu'un qui serait peut-être un petit peu moins gamer. Mais d'un autre côté, il y a aussi un aspect qui est assez gamer qui va quand même réussir à intéresser les gens qui préfèrent les jeux qui sont un petit peu plus complexes. Ouais, ça dépend du niveau de jeu qu'on veut se mettre. Ça peut s'adapter au style des joueurs. Ouais. Puis c'est vraiment un super bon jeu pour faire une introduction pour les jeux de rôle aussi, parce qu'il y en a un peu, mais en même temps, il y a aussi d'autres choses. Donc c'est pas seulement du jeu de rôle. Fait que pour faire une introduction, voir si on aime ça ou pas, aussi pour développer peut-être un intérêt qui était inattendu chez quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui est super intéressant pour utiliser Fog of Love. Toi, lion négatif, qu'est-ce que t'as pensé du jeu? Encore une fois, mon travail à moi n'a vraiment pas été facile parce que moi aussi, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Par contre, il y a des petits côtés négatifs à ce jeu-là. Puis c'est des côtés négatifs qui viennent avec le style du jeu en soi. Comme Marie le disait, c'est un jeu qui a un élément de jeu de rôle dedans. Donc d'improvisation. Et c'est peut-être pas quelque chose un élément avec lequel tous les joueurs se sentent à l'aise. Faut être des fois un petit peu vite sur ses patins, faut être indulgent de l'autre. Donc ça demande un certain élément de créativité qui vont plaire extraordinairement à d'autres joueurs. Mais ceux qui sont peut-être plus dans les gros board games avec des beaux petits tokens, puis beaucoup de chiffres, cet élément-là, ça va peut-être moins venir les rejoindre à ce moment-là. C'est sûr que le côté statistique est un petit peu moins important dans ce jeu-là versus le jeu de rôle. Là. Un autre petit élément qui peut peut-être faire reconsidérer le jeu, c'est je dis c'est un contexte romantique. Alors donc on joue une relation amoureuse. Fait que c'est un contexte qui déjà là a une certaine sensibilité qui est associée. Fait que ça peut être très normal que deux personnes se sentent pas à l'aise de jouer ça. Donc avant d'embarquer dans le jeu-là, on peut concevoir ces deux éléments-là. On va jouer une relation amoureuse, donc contexte romantique. Et il y a un élément de roleplay. Si ces deux éléments-là, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, malheureusement, ce jeu-là est moins adapté pour vous. Fait que, où c'est qu'on peut se procurer ce jeu-là, Marie? La distribution va commencer aux États-Unis dans les Walmart dans le mois de décembre, donc bientôt, maintenant. Par contre, au Canada, ça ne sera pas encore disponible, à moins de faire une commande spéciale dans vos boutiques spécialisées de jeux. Il y a moyen de contacter vos boutiques qui passent une commande spéciale pour l'obtenir. C'est sûr que c'était un jeu qui était sur Kickstarter au début, donc c'est vraiment... c'était là la meilleure manière pour l'obtenir. C'est vraiment un beau succès quand même, ce jeu-là, parti de manière très modeste, puis il a beaucoup augmenté. Je pense que le Kickstarter est sur le point d'être livré prochainement. Il y a beaucoup de personnes espèrent l'avoir pour Noël, puis moi j'espère qu'ils vont l'avoir parce que c'est une belle petite activité à faire durant le temps des fêtes. Honnêtement, j'ai tellement aimé ce jeu-là que si ça serait moi, là, aller faire un road trip aux États-Unis pour se le procurer dans un Walmart, je trouve pas que ça serait quelque chose de déraisonnable. Il vaut le déplacement, vraiment. Je suis vraiment d'accord. Donc Marie, est-ce que ce jeu nous a rapprochés ou nous a éloignés comme ions? Je pense qu'il nous a rapprochés. Ouais, vraiment beaucoup. Merci beaucoup les gamers! Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux, à Mon Petit Meeple et sur Instagram. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne de David en appuyant sur le petit bouton dans le coin. Professeur Board Game. Bonne semaine!